Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les Acteurs TV. Cette fois-ci, on est dans le studio avec un invité, monsieur le maire d'Angoulême, monsieur Téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Un habitué. Un habitué, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime venir chez vous et puis débattre et échanger et répondre surtout aux questions et donner de l'information aux habitants. Tout à fait, mais ça, on vous en remercie. Justement, aujourd'hui, l'actualité est un peu différente, puisque si je m'abuse, ça fait 1 an et 3 mois, le 4 avril 2014, un chiffre 60% contre 40%. Alors, une question, peut-être que le journaliste ne vous pose pas, mais quand justement, ce jour-là, vous avez appris que vous étiez élu, quand vous avez eu ces chiffres, quel sentiment vous avez eu au fond? Sentiment de joie, de bonheur, d'accomplissement, parce que ça a été bien sûr plusieurs années de travail, d'abord dans l'opposition et puis plusieurs mois plus intensifs encore pour la préparation d'abord de l'équipe, du projet, et puis la phase de la campagne, donc avec encore une plus forte présence sur le terrain, et puis un premier tour d'abord qui était un succès, parce que nous sommes arrivés en tête du premier tour face à un sortant, donc c'est toujours quand même quelque chose de positif et un signal, et puis surtout la victoire au deuxième tour, avec un peu plus de 60% en effet des voix, qui arrive comme un couronnement, en tout cas qui arrive comme vraiment un bonheur et une véritable joie, et puis surtout très vite, quelques jours après l'installation au conseil municipal, et puis c'est là que les choses commencent et qu'il faut donc rentrer dans la phase de la réalisation du projet pour lequel nous sommes élus. Donc c'est pour ça que cette question, je me la posais, parce que c'est vrai que quand on est élu comme ça, en plus, c'est vrai que c'est un beau score, et je crois même que c'est l'un des premiers scores qu'on avait en Charente, on a jamais bien 60-40, enfin, oui, je sais de pas. ces 30 dernières années, pour sûr. Alors ça, en tout cas, c'est un beau score. Parce que ça ne vous a pas donné quand même une certaine, pas une mauvaise pression, au contraire une bonne, puisque vous dites, mais quelque part, oh purée, je savais que j'étais attendu à ce moment-là. Non, c'était... Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait 34 ans. Vous savez, il faut toujours relativiser les scores. Les proportions ou les pourcentages, ça veut parfois dire des choses. En l'occurrence là, oui. Mais il faut aussi toujours garder un peu de recul, parce qu'il y a toujours beaucoup trop d'abstention aussi. Moi je regarde plus souvent notamment le nombre de voix, ce qu'on appelle les résultats en valeur absolue, en même temps que je regarde les résultats en pourcentage, parce que c'est ça qui donne la bonne lecture des résultats électoraux. S'arrêter au pourcentage, parfois ça veut rien dire, et il faut vraiment analyser les choses dans son ensemble, parfois bureau par bureau. Là en l'occurrence, c'est vrai que nous sommes arrivés en tête dans chaque bureau. Un seul bureau donc ne nous a pas porté en tête, mais ça s'est joué pour 2 voix. Donc on peut estimer que l'ensemble des bureaux de la ville ont souhaité le changement que nous essayons d'accompagner maintenant depuis 1 an et 3 mois. Et justement par rapport à ce changement, je me permets pour cette question, quand on prend une mairie, justement, quand on devient maire, quel était le premier constat? Parce qu'on découvre des dossiers, à ce qu'on s'attend, il y a dû avoir certaines surprises, non, en disant waouh, ça j'ai peut-être pas trop prévu, parce qu'on vous avez un programme, comme tout homme politique a un programme, mais des fois il y a des choses, on reviendra un petit peu sur la dotation, c'est pas prévu, hein, vous l'avez pas prévu, parce que c'est aussi les gens croient que 1,5 million en moins, non, c'est pas la municipalité, pour eux c'est l'État. Le RU, quand on reviendra tout à l'heure, c'est pas vous non plus, c'est pas de votre faute, c'est aussi l'État. Vous vous retrouvez avec un manque quelque part avec des dossiers qui arrivent. Bien sûr, quand on découvre des dossiers, on découvre des tuiles, parce qu'il y en a parfois où on retrouve des dossiers qui étaient dans certains placards depuis déjà trop longtemps. Néanmoins, nous sommes là aussi pour trouver des solutions et puis pour agir de la meilleure des façons. Nous avions aussi fait avec mon équipe un choix délibéré de ne pas trop surcharger, ou en tout cas de ne pas trop... de garder en somme un projet le plus réalisable possible. Vous savez, dans les élections, quand on est candidat, depuis maintenant quelques années en France, on a tendance toujours à faire des listes à l'après-vert. Voilà, si nous sommes élus, nous ferons ça. Et on en met, et on sait pertinemment quand on les met qu'on ne fera pas tout, soit par manque de temps, soit bien souvent par manque de finances. Et je pense que le choix que nous avons fait avec mon équipe, c'était le meilleur des choix, et je pense que ça participe aussi au résultat. C'est que les gens ont pu mesurer que notre projet, par rapport aux autres, était davantage réalisable sur un mandat de 6 ans, même si au jour d'aujourd'hui, là, à l'instant qui nous rassemble,
Je ne sais pas si on arrivera, je le souhaite, mais je ne peux pas encore dire si on arrivera à réaliser 100% de nos promesses. Je le souhaite, mais comme vous l'avez souligné, il y a aussi des choses qui sont un peu plus imprévisibles. La baisse des dotations de l'État, c'était dit, mais on ne savait pas à quelle hauteur. C'est plusieurs millions par an qui vont... 1,5 million, je crois. Là, cette année, c'est 1,6 million. L'année prochaine, ce sera à peu près encore l'équivalent, qui viennent se rajouter d'une année sur l'autre. Donc en 2 ans, ça sera 3,2 millions par rapport au budget 2014 de baisse, ce qui est considérable, ce qui est énorme quand on connaît la situation financière de la mine d'Angoulême. Donc ce qui nous oblige aujourd'hui aussi à revoir le fonctionnement interne de cette mairie, à rendre plus lisible pour l'action municipale une meilleure lisibilité pour les citoyens, et puis surtout à rechercher le maximum d'efficacité possible pour pouvoir garder un petit peu d'argent, le maximum possible, pour faire des travaux, pour investir, parce que quand on investit, c'est aussi du soutien aux entreprises locales qui participent à l'emploi. Donc on a vraiment cette idée fixe en tête de vouloir vraiment conserver notre faculté à investir, notre souhait de rénover nos bâtiments municipaux, les écoles, les crèches, et puis j'en passe, parce qu'on a beaucoup de propriétés sur la commune qu'on n'a pas suffisamment entretenues ces dernières années. Et pour ça, il faut faire des économies sur le fonctionnement interne. Et donc ça passe notamment par le non-renouvellement de tous les départs en retraite. Mais c'est aussi la baisse des dotations de l'État qui nous y oblige aujourd'hui. Ce qu'on a vu sur la presse. Notamment, oui. Voilà. C'est vrai, ce sont des choix assez délicats, surtout quand ils touchent un peu, enfin l'humain, un peu beaucoup. Parce que je rebondis un peu sur le côté humain, parce que quand même en Bretagne, vous avez dans le fond le maire qui est partout. Alors, le maire de proximité, c'est vrai que les gens se disent, ah bon, moi on le voit, on discute, moi je le vois de temps à autre aussi, vous avez un bon feeling entre guillemets avec les gens. Et alors sans dire parce que vous êtes présent ce soir, je le dirais si c'est un être humain qui agirait comme vous, mais j'ai toujours crié et je le dirai toujours, oui, une politique, il y a des tours de Babel à construire, mais la priorité pour accéder à ces tours de Babel, c'est de donner de la vie, c'est pas que d'entendre les citoyens, c'est aussi de les faire exister. Et vous aimez ce côté de terrain, ce côté... J'aime ce côté terrain, j'aime cette proximité, j'ai en moi vraiment ce souhait d'être disponible le plus possible. Mais donc je ne me force pas, c'est ça le côté positif. Par contre, je le fais aussi parce que je crois vraiment que nos concitoyens ont besoin qu'on leur explique davantage les choses pour mieux les comprendre. Tout est complexe. Dès que notre pays, dès que le Parlement fait une loi ou une nouvelle loi, ça a des répercussions bien souvent sur les contextes locaux, sur les collectivités, sur le quotidien des gens, et si on n'est pas là pour accompagner et donner du sens ou expliquer les raisons de notre action, ou en tout cas les raisons de ce qui nous amène à prendre ces décisions-là, c'est quelque chose qui va contribuer à creuser encore davantage le fossé qu'il y a entre les citoyens et puis l'action publique. Donc moi j'ai fait ce constat-là, je pense que malheureusement, il est très difficile pour chacun de nos citoyens de bien comprendre ce qui se passe dans notre pays, de bien comprendre ce qui se passe sur son territoire, sur son département, sur son agglomération, sur sa commune. Si les acteurs locaux comme moi, les élus locaux de premier plan, dans un territoire comme Angoulême, ne jouent pas aussi le jeu d'une bonne pédagogie et donc améliorent finalement le sens de l'action publique. Alors je vais rebondir parce que je pense que c'était ma dernière question, mais ça va revenir avant cette question. C'était justement, vous parler de ça, ce qui avait un peu déçu un peu les gens, parce que nous, avec Angoulême Acteurs TV, enfin moi j'ai la chance, comme j'ai accès facile aux gens, je parle assez facilement, vous connaissez, on parle d'actualités différentes, et une actualité quand même que moi aussi j'ai trouvé un petit peu osée, parce que c'est vrai que vous avez tous, alors je mets personne dans le même sac, mais vous avez tous des fonctions, et surtout des responsabilités, c'est-à-dire vous, les citoyens d'Angoulême, et on ne peut pas nommer le président de l'AMLO, on ne peut pas nommer son nom. Quand on voyait dans les articles, ça se passait pas trop bien les réunions, moi j'avais des gens qui me disaient, mais attends, c'est quoi ça? Et nous, là-dedans, on n'existe pas. On a l'impression, vous voyez, que c'était la petite vieille guerre entre la municipalité et l'aglo, on se demandait à ce qu'ils vont un jour s'entendre, mais quelque part, il y avait justement, ça causait du retard ces quelques semaines, ça causait du retard sur le terrain des citoyens, et certains, c'est quoi ça?
Du retard, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et il a fallu que je reste patient. Patient pour pouvoir en effet éviter toute situation de blocage. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que très concrètement, et maintenant avec le recul, je pense que les amis politiques de mon prédécesseur ont mal vécu finalement la défaite. Ça, on l'a ressenti, vous inquiétez pas. Ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, ce qui est tout le contraire de la communauté d'agglomération. À la communauté d'agglomération, partout, ailleurs, en général, on laisse sa carte politique à l'entrée et à l'intérieur de l'agglomération, on travaille pour l'intérêt général, pour le bien commun. Et en fonction donc pour l'intérêt des communes qui composent cette agglomération. Et donc, c'est vrai que nous, ça nous a surpris quand nous sommes arrivés là-bas et que les autres élus donc, des autres communes se sont installés dans un climat de guérilla, de guéguerre, et ont voulu laisser de côté des communes comme Angoulême, bien sûr, qui est la ville-centre, qui est le poumon de cette agglomération. Et puis Soyaux, qui est quand même la deuxième ville de l'agglomération, et puis Nersac, et puis Puy-Moyen. Nersac, où il y a aussi un certain nombre d'entreprises sur son territoire. Et donc c'était un non-sens, et je pense que la sagesse finalement de l'action politique, c'est à un moment donné, voilà, c'est éviter le blocage, écouter, apporter des contre-arguments, montrer que ils étaient dans l'erreur, tout simplement, et leur laisser l'opportunité d'en sortir par le haut, parce que chacun tient à son honneur, chacun a sa petite fierté, ce qui est normal, pour pouvoir faire en sorte qu'au final, après quelques mois de dialogue, de travail, c'est le territoire d'ailleurs d'abord qui gagne. De toute façon, oui, et puis il ne faut pas oublier malheureusement l'otage, le citoyen. Donc, on sait pourquoi on est élu, donc à mon avis, ça peut être compréhensible, mais pas à ce niveau-là. Moi je dirais, au début, on peut avoir ce côté réticent, bon, on est perdu, j'aime content quand on perd. Mais à un moment donné, quand on est, je pense, mature, on se dit, bon, okay. Aujourd'hui, on va au serrer parce qu'il y a des citoyens derrière. Aujourd'hui, quelques mois après, il y a un contrat d'agglomération qui a été voté à l'unanimité, dans lequel on retrouve les différentes priorités des uns des autres. Et notre boulot aujourd'hui, jusqu'en 2020, c'est de faire en sorte qu'à l'échelle de l'agglomération, on puisse mettre en vigueur, qu'on puisse mettre en route tous les projets qu'on a bien voulu intégrer dans ce contrat d'agglomération. Voilà. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien, en tout cas ça nécessite un travail quotidien, car on y traite aussi des dossiers stratégiques. Alors justement, maintenant on va parler des dossiers. Un dossier, alors, sur le gros dossier, on a entendu parler bien sûr de cette fameuse ligne LGV. C'est très contrasté, mais bon, c'est vrai que les personnes, moi-même, j'étais un peu perdu. Une négociation sur 15 ou 17 ans, je ne sais plus combien c'était. Aujourd'hui, après la SNCF, on parlait de 4 ou 5. Ça, on est où à peu près sur la LGV là aussi, on, là, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Là aussi, on travaille. Les premières propositions de la SNCF, c'était donc d'avoir 14 trains par jour, notamment en direction de Paris. Alors qu'il y avait un engagement de l'État d'en disposer d'au moins 22. Un médiateur a été nommé ensuite par l'État, a travaillé. Donc aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 18, donc nous avons fait un premier pas. Donc nous travaillons encore, parce que cette situation n'est pas encore satisfaisante, nous travaillons encore maintenant avec directement la SNCF et notamment son président Guillaume Pépi pour pouvoir trouver la meilleure formule pour notre territoire. Bien sûr, c'est complexe parce qu'il faut irriguer l'ensemble des grandes villes qui sont entre Tours et Bordeaux. Il faut aussi travailler au-delà du nombre de trains, il faut travailler aussi sur les horaires parce que parfois c'est pas le nombre de trains qui compte, parfois c'est surtout les horaires, à quelle heure on va pouvoir regagner Paris depuis Angoulême, à quelle heure on va pouvoir regagner Angoulême depuis Paris, notamment pour les échanges économiques, pour les entreprises qui travaillent entre elles, pour les chefs d'entreprise qui ont besoin de se voir. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi le travail qui doit être fait sur les interconnexions avec les réseaux TER pour que les TGV donc alimentent les TER qui partent après depuis Angoulême vers d'autres villes,
ou vice-versa, les TER qui arrivent en gare d'Angoulême quelques minutes avant le TGV pour pouvoir remplir les TGV qui regagnent ensuite Paris. Ça c'est complexe. Hein. C'est complexe. Et puis, dernière chose, une chose aussi qui est aussi tout aussi importante peut-être, par rapport au va-et-vient qu'il y a en direction de Paris, c'est aussi la possibilité d'irriguer Angoulême et de faire regagner des gens d'Angoulême vers Bordeaux et puis des gens de Bordeaux vers Angoulême. Parce que demain, dans la nouvelle réforme territoriale des grandes régions, c'est Bordeaux qui deviendra la capitale régionale. Bordeaux deviendra une métropole, donc une grande ville qui nous permettra d'être un petit peu notre fenêtre sur le monde. Les trains entre Angoulême et Bordeaux sont tout aussi importants à court terme pour redynamiser notre territoire. Ce qui est important, parce que c'est vrai qu'Angoulême, on en débattra un autre jour, hein. Angoulême, c'est vrai qu'on le sent de plus en plus étouffé, surtout au niveau de l'emploi. On en parlera une autre fois, hein. C'est pas que je ne veux pas vous en parler, c'est qu'il y a d'autres questions, mais c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, c'est inquiétant quand même. Et je pense que justement, quand vous parliez de cette fameuse fenêtre de Bordeaux, c'est vrai qu'en vrai, il faut s'ouvrir. Hein. Après, c'est pas facile à gérer sur ça. Justement, qui parle de la ligne LGV et de la gare, on a vu qu'il y avait des travaux qui seront bientôt finis, je crois, pour la fin d'année. Cette partie de travaux sera finie pour fin décembre. Oui. Fin décembre, et après on enchaîne sur la passerelle qui va passer au-dessus des lignes, qui permettra de desservir directement les voies, et puis qui reliera finalement le quartier Loumo avec le quartier de la gare actuelle. Et ensuite, donc, après cette passerelle, on fera également un nouveau parking, un parking supplémentaire côté Loumo qui accueillera plusieurs centaines de possibilités de places de parking. D'accord. Et bien justement, en parlant d'afflux, il y en a un qui a fait son étude, un qui fera toujours son étude, c'est l'Agatine. 14 millions, 16 millions, si je ne dis pas de bêtises, c'est tous les 6 mois qu'on renouvelle, c'est ça l'autorisation de pouvoir passer. Alors là, on a une dérogation du préfet, parce qu'on s'est engagé à faire des travaux complémentaires. Dans l'instant, on a une dérogation qui court jusqu'en octobre 2016. 2016. Mais avant, c'était tous les 6 mois, c'est ça? Non, avant, c'était tous les 6 ans. Là, on avait la dérogation avait été donnée en 2009 jusqu'en 2015. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur l'Agatine? Alors, moi, j'ai vu, je vous dis ce que j'ai entendu, hein, c'est que M. Doré m'excuse. Hein, une chose qui est mal passée, c'est qu'on entend encore parler de ce fameux Busway. J'ai lu dans la presse, le Mobis Mix, enfin oui, il portera un autre nom, le Busway numéro 2. J'ai vu qu'il était le pack Busway plus l'Agatine. C'est un peu en grosso modo ce qu'on a vu dans la presse, c'est-à-dire voilà, en faisant le Busway, il y aura assez d'argent pour faire aussi l'Agatine. C'est comme ça qu'on résumait les gens. Non, c'est pas comme moi, ça. Moi, j'ai pas pu en parler, dans le sens où je connais pas le dossier. Je dis, écoutez, justement, quand on rencontrera le maire, on lui demandera s'il en sait un peu plus. Pourquoi le Moulix revient? Est-ce que ça a rapport Parce que si on refusait les voisins ce soir, ils disaient non sur un référendum, on ne veut pas de Moulix, parce que ça ferait disparaître l'Agatine. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, il faut moderniser notre réseau de transport STGA. La STGA est assez reconnue au niveau national pour être un des premiers réseaux de transport de ville moyenne. Néanmoins, la STGA vit sur ses acquis et un certain nombre de choses et d'investissements nécessaires dans les années à venir pour moderniser le réseau de transport. Donc il y a aussi tout un tas de parties de la ville ou de l'agglomération qui ont été récemment très urbanisées, qui ne sont pas ou mal desservies par les lignes actuelles. Donc il faut repenser notre réseau de transport, indépendamment de ce qu'on voudrait y faire, mais ça c'est le postulat de départ et il faut l'avoir en tête. Après il y a une volonté bien sûr, notamment sur les axes suffisamment larges, comme route de Bordeaux notamment, de maintenir quand même quelques voies réservées, ce qui est le cas déjà, parce que route de Bordeaux il y a une voie réservée pour les bus. Donc ça ne changera rien, mais ce qui nous permettra quand même de mobiliser de l'argent collecté aujourd'hui par l'agglomération pour pouvoir refaire nos voiries et puis certains travaux d'embellissement de nos entrées de ville. Nous avons obtenu auprès de l'agglomération que le budget global soit revu à la baisse, parce que ça nous semblait trop important, trop onéreux. On était au-dessus de la barre des 100 millions d'euros. Tout compris, hein, bien sûr, travaux, achat de bus complémentaires,
achat de systèmes électroniques pour gérer le réseau de transport, achat d'électronique également pour mettre aussi aux arrêts de bus, pour que les choses soient plus visibles, soient plus accessibles. Enfin bref, tout était compris. Néanmoins, on estimait qu'on pouvait faire des économies, l'agglomération a travaillé, elle a trouvé des économies à faire. Aujourd'hui, on est descendu autour de 80 millions d'euros, en tout cas dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on pourra peut-être aller plus loin et faire encore d'autres économies. Donc si bien que ça a dégagé de l'argent. Les finances de l'agglomération sont assez exsangues, sont assez aussi compliquées. Hein. Oui, ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'instant, ni la ville ni l'agglomération n'ont véritablement les moyens de rénover ce tunnel. C'est un coût de 14 ou 16, ouais, 16 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se dit? Il se dit qu'en gros, on aurait dû accrocher la rénovation du tunnel de la Gâtine sur les travaux de la gare. Parce que le tunnel de la Gâtine sert aussi à irriguer quand même et à rendre accessible cette gare demain, gare départementale, gare en ligne grande vitesse. Bon, il y a eu une erreur, un oubli, voilà, je ne sais pas, moi j'étais pas ni maire, ni président de l'agglomération, ni élu communautaire lors du mandat précédent. Donc il y a eu une erreur. On a constaté que notamment les travaux de la gare actuelle sont financés aussi par cette taxe, qu'on appelle une taxe versement transport, qui est prélevée sur les taux des entreprises de plus de 9 salariés, notamment parce qu'il y a un souhait de moderniser le réseau de transport actuel. Donc, le taux de prélèvement a été augmenté, a été mis à son maximum légal pour pouvoir abonder le financement du réseau de transport à revoir. Une partie de cet argent a été donc fléchée aussi sur les travaux de la gare. Donc il s'est dit, pourquoi si on avait raccroché le tunnel au projet de la gare, on aurait pu mobiliser les recettes de cette taxe pour financer les travaux de tunnel. Sauf que comme le dossier est déjà parti, comme les travaux ont déjà commencé, c'est pas possible. Et puis est venue la réflexion suivante en disant comment peut-on éventuellement mobiliser un peu de cette recette fiscale sur le tunnel pour pouvoir sauver le tunnel. Voilà. Et une des conditions pour notamment mobiliser cette ressource fiscale qui émane des entreprises, c'est de prévoir notamment le passage d'une ligne de bus. Normale, à une fréquence correcte, qui pourrait justifier la mobilisation d'une enveloppe conséquente qui émane de cette recette fiscale pour pouvoir financer les travaux. Qui sera une complémentarité aussi à la ligne LGV. Qui sera une complémentarité à la ligne LGV, qui sera surtout une ligne qui sera intégrée dans le réseau de transport. Donc c'est là-dessus qu'on travaille pour pouvoir rendre légal la mobilisation de cette enveloppe qui pourrait abonder le financement global de 16 millions. À quelle hauteur pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc les deux choses sont liées sans l'être, vraiment. Parce qu'il y a une vraie logique à rendre accessible le plus rapidement possible cette gare, en lien notamment avec les parkings relais qui seront aux entrées de ville demain, pour pouvoir éviter aussi que cette gare devienne un espace très vite saturé par les voitures qui s'y gareront pour pouvoir prendre le train. Donc voilà, tout à l'heure vous me disiez, pour poursuivre sur notre question, tout à l'heure vous me disiez justement le manque d'information. Et voilà ce que nous on a sur le terrain, c'est pour ça que ce que vous disiez est important, c'est que cette désinformation, entre guillemets, parce qu'on n'est pas tous connaisseurs du dossier, et puis c'est des dossiers même vous-même assez complexes, automatiquement les gens se disent, attends, on reviendra tout à l'heure sur le rue, que nous on entendait sur ce quartier, c'est attends, ça trouve de l'argent pour la gare, je les comprends, ils ont de l'argent pour la gare, pour le mobilier, pour la Gâtine, mais nous. Mais ce que les gens ne comprennent pas, bon, c'est à vous, tous les professionnels, pas moi, parce que moi je dirais que des bêtises là-dessus, de dire, attendez, les sommes, mais vous l'avez dit, ne viennent pas tous du même endroit. Et puis, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très important de... Sinon, il faut changer la loi. Ouais. Pour changer la loi, mais... c'est déjà assez complexe. Il faut écrire aux députés, aux sénateurs et au gouvernement. Non, on va rester là-dessus, vous nous expliquez, on fera. Justement, par rapport à cela, justement, on parlait de gros sous. La mauvaise surprise qui m'a attristé, on était ensemble, justement, le jour où j'ai appris cette mauvaise surprise, c'est l'ORU.
surtout quand j'ai appris la somme de départ, on va dire ça comme ça, je la nomme la somme de départ. Je crois que Basso c'était 13-14, nous on commence avec un 2,8 millions. C'était pas beaucoup là, ça, à partager, c'est ça, sur 4 quartiers, 2,8 millions. C'est pas 2,8 millions, c'est toujours 14 millions, mais les 14 millions sont répartis en effet entre Bellefonds, Étang des Moines, à la Couronne, un quartier de La Rochelle, Villeneuve-les-Salines, un quartier à Niort, et puis un quartier à Châtellerault. Donc, ce qui fait en gros 4 départements, mais surtout 5 quartiers. La répartition ne sera pas forcément égale, en tout cas je ne le souhaite pas, parce que Bellefonds a été retenu avant les autres. Bellefonds aurait pu être retenu au plan national, comme l'a été Poitiers. Voilà, moi je le regrette encore une fois, parce qu'on était ensemble d'ailleurs le lendemain de la décision, notamment au bar du centre commercial. Je regrette que Bellefonds n'ait pas été retenu comme Poitiers au niveau national, parce que ça nous aurait donné l'assurance d'avoir une enveloppe normale. Aujourd'hui, il faut se battre. Pour pouvoir avoir le maximum de ces 14 millions. Je ne sais pas combien on aura. Je pensais qu'on pourrait peut-être avoir la réponse en septembre. Mais à écouter la technicienne qui est venue l'autre jour de la part donc, de l'ANRU, on pourrait peut-être avoir un premier avis au mois de septembre, mais peut-être que la réponse définitive plus d'éclaircissement arriverait peut-être plutôt fin 2015. Voilà. Donc ça fait encore des mois et des mois passés avant que les choses bougent, les choses puissent s'enclencher véritablement. Alors malgré tout ça, on a quand même voté là, au mois de fin juin dernier, au dernier conseil municipal, une première délibération qui va nous permettre quand même de lancer les prémices d'une vraie étude urbaine pour pouvoir faire les choix qui en découleront demain en fonction des sommes qu'on pourra mobiliser. Parce qu'une fois qu'on aura les budgets, il nous faudra certainement faire des choix. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde absolument, parce qu'il faudra qu'on ait un projet qui soit finançable par l'enveloppe qu'on pourra mobiliser. Ces choix, bien sûr, seront aussi concertés par les habitants. C'est le souhait. Mais c'est très bien, moi j'estime que voilà, il faut qu'il y ait bien. Parce que des fois on se plaint qu'ils ne sont pas assez acteurs, exemple au moment du vote. Mais quand on doit les solliciter pour des... Moi je pense que c'est leur quartier, c'est leur quotidien. Voilà, soyez aussi présents. Vous l'avez vu, les dernières réunions que nous avons fait ensemble, plus de 90 personnes, j'ai été très étonné moi-même de voir autant de gens, on l'a senti. Et ce soir-là, justement, en plus, c'est vraiment, on avait peu de chance, parce que ce soir-là, on n'avait toujours pas de réponse. Et le soir d'après, c'est là qu'on a entendu cette fameuse somme divisée par... Donc chaque fois qu'on se rencontre, peut-être que vous voyez, dans 24 heures, on va peut-être entendre quelque chose. Mais justement, qui rebondit sur Aury, quand même, ça ne vous a pas empêché, ça faut le dire quand même, ça ne vous a pas empêché quand même d'avancer sur ce quartier, parce qu'on a fait 2 diagnostics en marchand. Moi, je vous en félicite, à titre de président, parce que je suis aussi président de comité de quartier, parce que c'était une première fois sans critiquer, parce que c'est vrai que c'est facile quand je viens, je ne critique pas l'ancienne, je dis ce que je constate, on est bien d'accord. Le diagnostic que je faisais à l'époque, c'était une matinée sur 2 quartiers. Vous avez vu, Bellefonds, c'est quand même grand. Et avec vous, j'ai adoré, c'est qu'on a fait une matinée sur Bel-Air, une semaine plus tard sur la Confond. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des travaux. Et justement, par rapport à ça, vous avez commencé quelques petits travaux. Et il va y avoir justement une restitution. Oui, à la rentrée, à l'automne. D'accord. Comment ça va se passer un petit peu? Les restitutions, ça se passe comment? Bon, c'est quelques mois après. D'abord le temps que les travaux les plus modestes puissent être réalisés, parce que c'est vrai que les services municipaux sont aussi beaucoup mobilisés, et c'est vrai que très vite j'ai souhaité participer au diagnostic en marchand, ce qui n'était pas fait avant. Le maire ne participait pas au diagnostic en marchand, donc j'ai souhaité y participer. Donc j'ai l'impression que ça donnait un peu plus de pression sur les services municipaux, où ils se mettent une pression supplémentaire. C'est pas le but, le but c'est que en tant que maire je puisse avoir ce contact avec les citoyens et puis avoir toutes les informations nécessaires qui me permettent de prendre des décisions ou de faire des choix quand c'est nécessaire. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de constater quelles sont les priorités ou qu'est-ce qui est prioritaire pour les gens. Et des choix, j'en fais au quotidien sur des choses plus ou moins importantes.
Et donc le fait d'être en lien direct avec ses habitants à différents moments, sur différents quartiers, ça me permet de me nourrir moi aussi des aspirations des habitants. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est vrai que depuis que depuis que le maire y participe, donc depuis le début de ce mandat, les services sont extrêmement sollicités. Donc les menus travaux, les petits travaux ne sont pas forcément faits aussi vite qu'on le voudrait parfois ou que les citoyens le voudraient, mais ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et c'est ça qui compte, parce qu'on a des agents municipaux extrêmement mobilisés, et ça je tiens à le souligner quand même, parce que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que je souhaite vraiment que les citoyens soient fiers de leurs agents et que après les agents deviennent fiers de servir quand même Angoulême et nos concitoyens. Donc les travaux les plus modestes sont faits le plus possible avant la restitution. Au moment de la restitution, on dit ce qui a déjà été fait, ce qui va être encore fait et qui n'a pas pu être fait dans les temps. Et puis surtout, on chiffre, ce qui nécessite un peu plus d'études. D'abord, soit de centres de circulation, en lien avec le comité de quartier, les petits aménagements, voilà, pour que les gens aussi aient la valeur des choses. Parfois, ils sont étonnés que voilà, telle demande, tout de suite, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils sont étonnés, mais je dis, voilà, malheureusement, la ville, quand elle fait des choses, elle doit le faire dans un cadre légal, elle doit le faire en lien, bien sûr, et en strict respect de la loi. Et il y a tout un tas d'obligations qui incombent aux collectivités donc en général, et c'est ce qui continue aussi à faire monter un peu la note. Et c'est vrai que la même chose faite par la ville parfois et par un citoyen lambda chez lui dans sa maison, c'est pas comparer les coûts, parce que chez soi on fait ce qu'on veut, comme on veut. Il n'y a pas forcément où on peut. La ville quand elle fait, elle est obligée de le faire dans la légalité, sinon s'il y a un problème, elle engage la responsabilité du maire. Et de plus en plus, quand même, d'élus maintenant peuvent être inquiétés par la justice. Donc les services municipaux se cantonnent à vraiment respecter la loi. Donc on fait la présentation des résultats de cette étude, on présente les coûts. Ça me permet de rappeler aussi que peut-être on ne fera pas tout ce qui a été présenté dans les opérations qui méritaient une étude. Mais ce qui me permet, au contact des citoyens, de sentir peut-être ce qui est entre 1, 2, 3 projets. Si on ne peut pas tout faire, quels sont ceux qui sont prioritaires. Et ça c'est important parce que à chaque construction budgétaire annuelle, parce que le budget on le fait de manière annuelle, il nous faut faire des arbitrages. Parce que d'abord les services et les élus travaillent, collectent tout ce qu'il faudrait faire. Donc bien sûr il faudrait plusieurs budgets pour pouvoir tout financer. Donc après on leur dit, on a eu la notification de la préfecture qui nous dit qu'on va avoir tant de recettes de l'État. On estime à tant les recettes fiscales qui nous proviennent au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière non bâtie. Donc on sait combien ça constitue notre budget. Donc là, après, il faut faire des choix. Il faut enlever tout ce qui ne rentre pas. Et pour faire des choix éclairés, parfois, quand on hésite sur des projets, il faut avoir le retour de la population, des citoyens, pour pouvoir justement décider et retenir dans un premier temps ce qui est prioritaire dans l'attente des gens. Parce que j'ai bien aimé, je pense que beaucoup de présidents, quand ils sont de mauvaise foi, diront la même chose que nous, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que président de comité de quartier, vous nous avez fait exister. Voilà, ça c'est. Je ne suis pas le seul, j'avais discuté avec d'autres présidents, ce qu'ils en pensaient. Aujourd'hui, vous avez besoin de notre avis, on est pris au sérieux. D'autant plus, comme je le dis, je ne suis pas l'accessible, mais je dirais sur mon quartier, oui, je connais très très bien ce quartier, des enfants que j'ai vu grandir, je sais les structures et autres. Et oui, si vous avez besoin, je sais ce qui pourrait être prioritaire ou pas. Bref, et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on existe, parce qu'à l'époque, nous, on était rendus à faire des doléances, des manifestations. Certes, on a créé Angoulême avec Tortivis pour aller plus loin, pour donner l'information, parce qu'on avait pris, nous, déjà en compte, que les gens ne comprenaient pas tout, nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a vu des professionnels. Aujourd'hui, voilà, on se sent mieux en tant que président, parce qu'on se sent exister. Nous, on a fait le constat suivant. D'abord, avant, il y avait des conseils de quartier qui existaient à côté des comités de quartier. Le conseil de quartier, c'était une usine à gaz, c'était compliqué, c'était pas obligatoire, parce que c'est obligatoire que dans les grandes villes de plus de 80 000 ou 100 000 habitants. Donc nous, c'était pas une obligation. Après, ça peut être une volonté politique, hein.
En l'occurrence, ça l'était de l'équipe précédente. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas garder les comités de quartier à côté. Moi, je pense, avec mon équipe, qu'il fallait repositionner les comités de quartier, redonner du sens à l'action citoyenne, à l'engagement associatif. Et puis, nous pensons aussi que les citoyens qui sont les adhérents du comité de quartier sont les meilleurs experts donc, de leur quartier. Donc c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important de créer ce lien de travail, de créer des va-et-vient sur des dossiers en termes d'instruction, en termes d'information, et puis surtout aussi parfois que vous soyez peut-être à l'origine d'enquêtes de voisinage sur des aménagements ou des choses qu'il faudrait faire. Ce qu'on avait fait nous à l'époque, il était venu une fois sur le quartier des acteurs qui a fait donner naissance justement au Boulevard Thierry. On s'est rendu compte justement qu'on s'est dit, on va montrer aux gens de Bel-Air-la-Gonfond tous ces partenaires qui viennent, tous ces professionnels, parce qu'ils avaient toujours cette impression, comme disait tout à l'heure une personne qui était là, ce côté d'abandon, on ne peut pas leur en vouloir, je ne peux pas le nier non plus. Voilà, ce côté d'abandon, il y a des priorités. Aujourd'hui, il y a cette rue, il faut laisser le temps au temps. Moi, je suis persuadé, et j'espère, que le quartier de Bel-Air-la-Gonfond, dans quelques temps, va être une carte. Je dirais une carte sur le côté humain à jouer, mais aussi une carte politique. Mais ça, c'est une petite idée, mais on en reparlera sur un autre dossier. On va finir, pour faire court, sur cette année, pour rassurer un peu les gens sur ce... Chaque fois que je vous verrai, ce soit vous ou les autres, ça sera toujours la même question sur ce festival de la bande dessinée. Alors là, j'ai essayé de voir Patrick Ozu, donc je pense qu'il était très occupé, donc il n'a pas pu me rappeler. On va la garder ou pas? Parce que, alors voilà ce que j'entends, c'est en Paris qui a racheté, qui a repris les droits, c'est ça, d'Angoulême BD, c'est ça, une chose comme ça? Les marques d'abord qui avaient été prises par la société organisatrice, la société privée qui est chargée de l'organisation par l'association. Donc ils avaient repris les marques, depuis les problèmes réglés, elles ont été transférées à nouveau à l'association FIBD. Donc c'est bien l'association FIBD qui est à nouveau propriétaire des marques Festival international de la bande dessinée et de la marque Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Ce problème-là est réglé depuis quelques mois. Se pose toujours la question, par contre, de la relation partenariale, contractuelle, entre l'association, qui est à l'origine du festival il y a 42 ans, et puis la société 9e Art Plus, société privée, qui est chargée d'organiser pour le compte de l'association le festival. Donc il y a toujours des discussions sur cette nouvelle relation partenariale, parce qu'en 2007, ils avaient signé un contrat pour 10 ans. Ce contrat devait être dénoncé avant juillet pour pouvoir justement être retravaillé, soit avec 9e Art, soit avec quelqu'un d'autre. Donc la dénonciation a eu lieu, en tout cas dans les temps, selon le président de l'association FIBD. Néanmoins, là, vous voyez, ce matin, je découvrais un courrier de 9e Art, de M. Bourdou, de la CRL 9e Art, qui venait contester la légalité de cette dénonciation. Donc on est toujours dans le feuilleton, où chacun cherche un petit peu à protéger ses arrières ou à défendre ses intérêts, ce qui en soi est sans doute assez légitime, mais je dois dire que je commence un peu à perdre patience parce qu'on parle quand même du premier festival de la ville, du premier festival du département, qui est un des premiers festivals au monde de cela BD, qui est reconnu internationalement, comme vous l'avez souligné, qui est financé depuis maintenant 42 ans par le contribuable angoumoisin, charentais, régional. Et donc, à un moment donné, moi je veux bien qu'on ait toutes les qualités du monde, je veux bien qu'on soit chargé de l'organisation parce qu'on a des compétences, parce qu'ils en ont chez 9e Art, mais qu'on joue par des ficelles juridiques à déposséder un territoire de son festival, c'est pas bien. C'est pas bien et peut-être que dans les jours et semaines à venir, on aura encore de nouveaux soubresauts sur ce dossier-là. Ce qui compte, c'est que, à côté de ça, la préparation du festival de l'année 2016, de janvier 2016, soit commencée,
parce que donc, les éditions 2016-2017 sont bel et bien arrêtées dans les tuyaux, et c'est bien la société 9e Art qui est chargée de ces 2 éditions-là. Oui, pour dire que, mine de rien, ça n'a pas l'air comme ça, mais on y tient à ce festival. Et puis tant mieux. On y tient, et puis surtout, surtout quand on est responsable d'une collectivité comme moi, en étant maire de la ville, et qu'on est le premier partenaire financier quand même du festival, on tient aussi à la transparence. Et autant il est assez facile d'obtenir tous les éléments d'information donc sur l'organisation, sur le plan financier des festivals, autant je dois noter quand même, et pourtant je n'ai pas ménagé ma peine depuis maintenant 1 an et 3 mois, mais autant je note, et je suis obligé de noter aujourd'hui que nous n'avons pas et nous ne disposons pas de la même transparence sur le festival de la BD de la part de son organisateur. C'est ça qui est un peu dommage, parce que moi ce qui et pourtant c'est l'argent public, et il s'agit de plusieurs millions. Ouais, voilà, c'est ça, et en plus ce qui fait un peu peur, je pense que c'est quand j'ai discuté une fois avec Patrick Ouzou dans une émission, c'est quand on voit que Angoulême, ça va, BD, c'est Angoulême, on a donné naissance à plusieurs salons, Saint-Malo, à Paris et autres, et ça reste toujours Angoulême, mais quand même. Moi j'ai de mauvaise langue, mais Marc Plus, comme vous le disiez, c'est une grosse société, il y a de l'argent et autres, et puis voilà, c'est un jour Angoulême n'arrive pas à suivre encore peu, c'est une ville qui est quand même difficile, on le rappelle, il y a quand même des difficultés aussi dues à son surendettement, ce qui fait peur, ce que se disent les gens, je pense, dans leur tête, à mon avis, parce que les coups courent, ils ne sont pas aussi techniques, c'est voilà, on est surendetté, à un moment donné, on ne va pas pouvoir suivre, donc ce qui veut dire que si on ne peut pas suivre, lui, là, qui a plein d'argent, il va se dire, laisse tomber, on peut faire plus d'argent sur Grenoble, parce qu'on parle beaucoup de Grenoble et Saint-Malo, que d'Angoulême. Et c'est ça qui fait un peu peur. Oui, non, mais je suis assez confiant là-dessus. Ils se battront, les gens. On saura dégager les moyens nécessaires, mais il faut qu'on obtienne cette transparence auquel on a droit pour pouvoir aussi bien vérifier et puis rendre des comptes aux contribuables sur qu'est-ce qui sert donc, en termes de subvention, qu'est-ce qui permet d'être fait par l'organisateur sur la base des deniers publics donc on verse. C'est important parce qu'aujourd'hui, là où nous travaillons à réduire la voilure, à faire des économies en interne pour pouvoir préserver une possibilité d'investir, faire des travaux sur nos bâtiments, sur nos écoles et ces choses-là, ces obligations-là qu'on se donne et qu'on fait peser quelque part donc sur nos agents, on est en droit aussi de les attendre de nos partenaires. Ce qui est tout à fait normal. C'est normal, s'ils sont partenaires, la transparence doit se faire entre les deux. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on va conclure, on pourrait discuter de beaucoup de choses, musique métisse, le FFA, on sait quand même que le FFA c'est bientôt avec les grandes stars, enfin 25 au 30 août. Voilà, avec déjà Dujardin et Kevin Adams. Oui, déjà, il va tirer beaucoup d'autres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On vous reviendra pour d'autres, parce que c'est vrai que c'était un peu la chose que vous avez dit. S'il y a des complications, on vous appellera, vous ou un de vos adjoints. Je viendrai avec plaisir. Voilà, pour parler justement de ce mot de transparence. Et Angoulême Acteur TV aussi, on voudrait le signaler à nos amis internautes qu'aujourd'hui Angoulême Acteur TV fera des émissions aussi pour la mairie. On a fait déjà deux concertations autour du diagnostic qui seront diffusées bientôt par la municipalité, ainsi que cette émission. Donc voilà, c'est pour donner un peu plus de transparence et pour que les gens soient au cœur, pour qu'ils voient vraiment comment ça se fait. Et peut-être dans le futur, on en reparlera, le conseil municipal, mais ça c'est autre chose. Inviter les gens dans l'action, ça serait sympa. Moi je vais vous parler d'autre chose, c'est-à-dire déjà vous remercier d'avoir accepté le jeu, il fait chaud, on va se détendre avec de la magie. C'est plus Johnny, parce que Johnny est parti sur de nouvelles herbes, mais on lui souhaite plein de bonnes choses. Mais un petit jeune que vous avez rencontré, c'est vrai qu'il a de l'audace, il est pas mal, on va rencontrer dans quelques minutes, c'est le petit Blaine. On fait une petite pause, on se retrouve